Bonjour et bienvenue dans cette émission du 18 mars 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Au cours de cette émission, je vais faire un point de situation sur l'affaire Brigitte, dont j'ai été, je crois, un des premiers journalistes citoyens à parler en prenant le relais des révélations de Natacha Ray puis de Xavier Poussard, et vraiment avec cet angle d'attaque qui consiste à dire « il s'agit d'une affaire qui est d'intérêt public ». Alors on entend encore des commentaires disant « mais n'avez-vous pas honte de vous intéresser à des ragots ?» Et ceux qui sont dans cet état d'esprit passent totalement à côté d'une réalité importante de l'affaire qui nous intéresse, à savoir qu'il s'agit aujourd'hui d'une affaire d'État grave, potentiellement problématique, ceci quoi qu'il en soit de l'identité réelle de Brigitte Macron. Et je sais que c'est difficile à entendre, j'ai presque l'impression de faire de la pédagogie épistémologique en cours de route, mais en ce qui me concerne, tant que je n'ai pas de certitude absolument incontestable, je continue à travailler par hypothèse, et bien sûr que l'hypothèse existe que l'entier de cette histoire soit fausse. Mais même si d'aventure cela devait être le cas, et en ce qui me concerne à ce stade, c'est une hypothèse qui me paraît être devenue faible, cela mériterait encore qu'on s'intéressât à l'ensemble des discours qu'on entend autour de la situation conjugale d'Emmanuel Macron et notamment de l'influence de son épouse. Alors, il faut aussi savoir, bien sûr, qu'il y a eu un regain d'intérêt pour cette affaire suite à la série d'émissions consacrée par Candace Owens, la journaliste américaine, la publication du livre de Xavier Poussard, qui est désormais disponible sur les plateformes de vente en ligne ou directement auprès de lui sur son propre site, mais il y a également la Russie qui a consacré tout un sujet à cette thématique dans le cadre d'une des émissions les plus regardées, le principal journal télévisé de Russie. On sait qu'au Maroc et en Algérie, la presse, qui évidemment dépend de l'autorisation du gouvernement pour publier des affaires sensibles sur le plan international, a également publié des choses. Et donc, il y a un regain d'intérêt avec de vraies questions qui se posent. Et le problème, évidemment, ce n'est pas une question d'homophobie. La question n'est même pas l'identité de genre de Brigitte Macron. Maintenant, à supposer qu'il s'agisse bien d'un homme qui soit devenu une femme, comme le présentent d'aucuns, on comprend bien que cela ne relève pas simplement, par hypothèse, de la vie privée du couple à la tête de l'État. Il s'agit d'une affaire d'État puisque cela serait en parfaite contravention de ce qui a été affirmé haut et fort par le couple en question. Mais cela dit, ça n'est pas en ce qui me concerne la question principale, c'est presque une question annexe en réalité. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'il y a une situation qui relève de la pédocriminalité, avec un phénomène d'emprise, une potentielle usurpation d'identité, avec un impact évident sur le psychisme délirant du chef de l'État et qui pourrait exposer la France à des chantages de la part de puissances étrangères. Alors je vais dans cette capsule rappeler les tenants et les aboutissants de l'affaire tels qu'on peut les connaître et les comprendre aujourd'hui, en insistant aussi bien sûr sur ce qu'il nous reste à découvrir ou ce qu'on ignore encore à ce stade. L'élément principal, c'est que le début de la relation entre guillemets amoureuse d'Emmanuel et Brigitte Macron relève du droit pénal. Il faut savoir que lorsqu'il s'agit d'une relation sexuelle et amoureuse avec une personne en situation d'autorité, il faut que l'intéressé, la victime en l'occurrence, ait 18 ans au moins pour que cela échappe au droit pénal. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron, la presse, nous y viendrons, a fait croire qu'il avait 17 ans au début de leur aventure amoureuse, mais en réalité, il en avait 14. Alors on ne sait pas évidemment quel est le premier rapport sexuel qu'ils ont eu, mais c'était de toute manière avant 18 ans, donc cela relève de toute manière du droit pénal. Ensuite, pour camoufler cette réalité évidemment embarrassante dès lors que les oligarques et certaines puissances s'étaient mis en tête de vendre le candidat Macron à l'opinion publique française, il y a eu une opération de camouflage avec une fausse histoire vendue à l'opinion grâce aux mensonges inventés par des oligarques véreux qui possèdent la France. On a mobilisé Xavier Niel, Mimi Marchand, qui sont des repris de justice, Bernard Arnault, qui est véreux à de multiples égards et qui a truandé l'État français pour arriver dans la position dans laquelle il est aujourd'hui, qui ont vendu Macron en trafiquant son histoire pour y parvenir. Donc on est déjà dans quelque chose d'objectivement problématique. Alors je vais récapituler ici les points saillants de ce qu'on sait et de ce qu'on ignore, mais donc
Le point de départ, c'est qu'il y a eu une narration mensongère pour vendre le candidat Macron à l'opinion publique, pour camoufler également un détournement de mineurs par personne ayant autorité, ce qui relève judiciairement et juridiquement du viol. C'est pour ça que Candace Owens dit « statutory rape ». C'est-à-dire que dans cette configuration, il n'y a pas de relation sexuelle possiblement consentie, c'est forcément considéré sur le plan pénal comme du viol. Alors, j'ai dit, il y a eu une opération de presse menée par des oligarques, et puis quand on creuse le dossier, au-delà même de cet élément problématique en lui-même et qui devrait déjà faire scandale dans la République, il y a une somme d'anomalies parfaitement anormales dans cette affaire. D'abord, tous ceux qui ont enquêté sur le couple Macron, et notamment les biographes autorisés, il y a eu quand même pas mal de livres écrits sur ce couple improbable, ont reflété qu'ils avaient été confrontés à une espèce d'omerta, à un climat pesant. Les quelques témoins, manifestement, n'étaient pas autorisés à parler librement. Tout était surveillé. Les pièces qui pouvaient éventuellement être communiquées, comme des photos, étaient surveillées par tout un appareil d'État dans un climat qui n'était pas libre. Évidemment que si vous n'avez rien à cacher, si quelqu'un s'intéressait à mon enfance, je veux dire, il n'y aurait aucun souci pour accéder à un ensemble de choses. Il n'y aurait pas ce système de surveillance et de méfiance, de suspicion qui se mettrait en place. Et puis avec le constat de vide documentaire impressionnant. On le sait, il n'y a pratiquement pas de photos d'enfance de Brigitte Macron, il n'y a pas de photos de Brigitte Macron avec son mari, il n'y a pas de photos de Brigitte Macron avec son mari et ses enfants lorsqu'elle était Brigitte Ozière, il n'y a pas de photos de Brigitte Ozière avec ses enfants, il n'y a pratiquement pas de photos d'Emmanuel Macron enfant, il n'y a pratiquement pas de photos d'André-Louis Ozière, le présupposé prétendu premier mari de Brigitte Macron. Ça fait beaucoup quand même. On n'est pas à l'invention de la photographie dans le milieu des années du 19e siècle. C'est quand même des personnes qui sont nées dans les années 50, 60, 70 pour Macron. Donc, à ce que je sache, la photographie était abondamment pratiquée. Et lorsque des enquêteurs comme Xavier Poussard ont essayé de mettre la main sur des clichés photographiques, ils se sont heurtés de la part des témoins au constat répété que les photographies avaient été saisies et détruites. Donc là encore, la meilleure manière de démontrer qu'une rumeur est fausse, c'est de montrer justement Brigitte enceinte, Brigitte avec ses bébés, Brigitte avec son mari. Il n'existe aucune trace documentaire. Alors, aller trouver ça normal, il faut quand même faire un certain nombre de contorsions. L'identité de Brigitte est évidemment très problématique. Et notamment que Xavier Poussard a utilisé des logiciels de reconnaissance faciale qui font autorité et sont notamment abondamment utilisés par les autorités chinoises, qui ne sont pas forcément légères et facétieuses en la matière. Et on voit qu'effectivement, les photos dont nous disposons de Brigitte Trogneux enfant ou de Brigitte Ozière lors de son mariage ne correspondent pas au visage de Brigitte Macron, selon les logiciels de reconnaissance vocale. Alors que le visage de Brigitte Macron adulte correspond aux photos d'enfants et d'adolescents dont nous disposons de Jean-Michel Trogneux. Et puis, on observe effectivement cette rupture où nous disposons d'un ensemble de documents biographiques de Jean-Michel Trogneux jusqu'à une certaine époque, puis plus du tout. Il disparaît du paysage, en tout cas visuel, à ce moment-là. Et puis en ce qui concerne Brigitte, c'est l'inverse. On n'a absolument rien jusqu'au moment où Jean-Michel disparaît. Et alors même que selon les logiciels de reconnaissance faciale, elle présente toutes les caractéristiques de Jean-Michel Trogneux, elle apparaît et là, elle commence à exister. Ce qui, bien sûr, soulève la suspicion d'une seule et même vie. Et on a notamment pu exhumer des clichés de Jean-Michel Trogneux en 1963 qui sont juste extraordinairement troublants parce qu'on trouve un ensemble de caractéristiques faciales qui sont celles de Brigitte Macron. Même chose pour le mari présupposé de Brigitte Macron, André-Louis Ozière. Cet homme si discret, selon la narration officielle, est discret jusqu'à l'évanescence. On n'a que 3 clichés de lui, sa photo de mariage avec une femme qui ne ressemble pas à Brigitte Macron,
On a une photo de lui passant la tondeuse à gazon en Alsace alors que la cellule familiale s'y était installée. Et puis la photo qui a servi pour son faire-part de décès où on le voit en maillot de bain sur la plage. Alors publier un faire-part de décès avec une personne en maillot de bain sur la plage, c'est quand même là encore quelque chose d'un tout petit peu surprenant, mais on nous explique qu'il n'y avait absolument aucun autre cliché pour quelqu'un qui a fait sa carrière dans la banque, qui a dû avoir des photographies d'identité pour les différents documents dont il avait besoin, et puis quelque chose de très sidérant également sur sa fin de vie, puisque, alors même que certains enquêteurs commençaient à s'intéresser à lui, on nous a expliqué qu'il était mort subitement et que ses obsèques avaient eu lieu à la va-vite, très tôt le matin, à l'écart de toute communication publique. Mais un journaliste de Paris Match a de surcroît révélé qu'à ce moment-là, André-Louis Ozière, au moment de son décès, venait d'être hospitalisé en psychiatrie qu'un certain Alexandre Benalla, si cela vous dit quelque chose, gardait la porte de sa chambre capitonnée dans laquelle il était enfermé, qu'il venait de retirer tout son argent sous forme liquide de ses comptes bancaires et qu'il avait pris des billets d'avion pour aller vivre en Afrique. Mais bon, manque de bol, il décède, et donc fin du premier mari de Brigitte Macron. Ensuite, on sait que Brigitte elle-même a subi un ensemble d'opérations de chirurgie esthétique réalisées par un chirurgien reconnu internationalement dont la spécialisation est la féminisation des visages masculins. C'est une information qui a fuité, elle n'avait pas vocation à être délivrée, mais Mimi Marchand, la délinquante multirécidiviste qui a aidé à façonner la fausse histoire de la rencontre amoureuse de Brigitte et Emmanuel, a été écartée et, semble-t-il, par vengeance, elle a balancé des clichés du chirurgien en question qui recevra accessoirement la Légion d'honneur des mains du couple Macron. Et on sait qu'en Macronie, quand vous recevez la Légion d'honneur, c'est que vous avez rendu des services crapuleux au couple en question et au macronistan en question. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Xavier Boussard, donc l'auteur du livre, qui est documentaliste à l'origine, donc il a vraiment fait un travail très rigoureux, très méticuleux d'investigation, a utilisé les logiciels de reconnaissance faciale et avec un très très haut taux de corroboration au-delà de ce qu'il est possible d'obtenir par hasard entre les visages de Jean-Michel Trogneux, enfant et adolescent, et de Brigitte, adulte. Il y a eu également des fuites totalement troublantes, notamment dans la presse algérienne, comme ce commentaire que, lors d'une visite du couple Macron, l'université était en rénovation, et notamment certains locaux dans lesquels Brigitte Macron avait des souvenirs. Le problème, c'est que Brigitte Macron n'a jamais mis les pieds en Algérie à l'époque dont il est question, alors que Jean-Michel Trogneux, lui, a été enregistré en Algérie en 1963, ce qui par ailleurs est une date un tout petit peu étonnante, étant donné que cela suivait les accords d'Évian. Donc quand même, un ensemble d'anomalies extraordinairement élevées, mais qui est renforcé par le fait qu'il n'y a non plus à peu près aucune photographie de l'enfance d'Emmanuel Macron. Dans un de ses livres, il dit qu'il a été élevé essentiellement par sa grand-mère maternelle, laquelle lui faisait lire des livres connus dans la littérature pédophile de référence, André Gide et Le Roi des Aunes. Et puis, là encore, quelque chose d'extraordinairement trouble, d'évanescent. On sait que la mère d'Emmanuel, on l'a découvert depuis, a été médecin conseil pour l'assurance maladie française pour les transitions de genre, et qu'elle a accompagné un certain nombre de personnes dans cette transition. On a d'anciennes prostituées travesties de Lyon qui témoignent. La personne qui est aujourd'hui à l'Élysée en tant que Brigitte Macron était sur la scène lyonnaise à la fin des années 80, si je ne m'abuse. On voit qu'il y a une évidente fascination des Macron pour le transgenrisme. On sait toutes ces invitations qu'ils ont faites à l'Élysée. On se souvient du spectacle des Jeux Olympiques dont le metteur en scène a été choisi par Brigitte Macron. On connaît ces allusions bizarres comme celle de Brigitte confiant à des journalistes « Mon film préféré, c'est Certain l'aime chaud ». Je vous rappelle que c'est un homme qui se travestit en femme. Un homme tombe amoureux de lui. À la fin, il finit par lui avouer « Je ne peux pas avoir d'enfant, je suis un homme ».
et l'homme qui est amoureux de lui dit ça n'est pas grave, personne n'est parfait. Donc voilà, il y a un ensemble de signes, si vous voulez, dans le paysage qui dépassent de très loin les quelques incohérences naturelles qu'on trouve dans quelques histoires de vie. Il faut aussi nommer, bien sûr, la réaction des Macron face au fait que cette rumeur ait commencé à circuler. C'est devenu tout de suite une affaire d'État. Une cellule militaire a été mise sur pied à l'Élysée avec un ancien de la DGSE. Des procès dilatoires ont été organisés. Par exemple, tout le monde retient que Natacha Ray a été condamnée pour diffamation. Oui, sauf que cela ne porte aucunement sur la question du couple Macron. En l'occurrence, étant donné qu'elle avait demandé à plusieurs reprises l'extrait de naissance de Jean-Michel Trogneux à la mairie d'Amiens et que celle-ci avait toujours dit qu'elle n'en avait aucun, elle a conclu que les certificats de naissance avaient été truqués. En réalité, la mairie en question les avait à disposition, mais pourquoi ne les a-t-elle pas communiqués ? C'est un droit d'avoir accès aux actes d'état civil, et donc Natacha Ray a été condamnée pour ça, mais absolument pas sur le reste. Et la presse unanime, bien sûr, mais qui n'est plus qu'une caisse de propagande hideuse, s'est empressée de dire « elle a été condamnée par diffamation ». Voyez, cela prouve à quel point ce sont des ragots transphobes, mais ça ne portait pas là-dessus. Et évidemment que si le couple Macron voulait attaquer sur le fond de l'affaire, par exemple, il poursuivrait en diffamation Xavier Poussard. Mais il se garde bien de le faire. Et puis la persécution, vraiment le harcèlement et la persécution de ceux qui se sont intéressés à l'affaire avec un détournement des moyens d'État. C'est-à-dire que le couple privé Macron utilise l'appareil d'État, y compris les services secrets, y compris les renseignements militaires, et puis bien sûr en mobilisant les services fiscaux, la TVA, pour faire du harcèlement administratif, fiscal, et puis avec des gardes à vue totalement injustifiés comme il se pratique encore en France. Et puis un courrier d'avocat bizarrissime envoyé à Candace Owens lorsqu'elle a commencé sa série, par un cabinet d'avocats américains pour faire pression sur la journaliste pour qu'elle ne diffuse pas un certain nombre d'informations. Elle s'est empressée de révéler les pressions dont elle faisait l'objet. Elle a mis au défi les Macron de la poursuivre en diffamation dans l'État du Tennessee, et la justice américaine ne rigole pas avec ce genre de choses, donc ils auraient été obligés de produire un certain nombre de documents, et puis une réaction que tous les avocats jugent comme étant totalement déraisonnable. Si vous êtes pris dans un scandale ou même des soupçons de cette nature, vous ne faites surtout pas ce genre de démarche par avocat américain interposé. Vous voyez, la somme d'anomalies, elle devient himalayesque. Alors le soupçon, bien sûr, c'est que la France serait sous influence du fait d'un scandale affaire d'État protégé par la Macronie et toute la clique pseudo-journalistique. On se souvient que lorsque le FBI a récupéré des dossiers à Mar-a-Lago, donc le fief de Floride de Donald Trump, qu'il aurait emporté de manière illégale avec lui suite à son premier mandat, il a été divulgué dans la presse qu'un des dossiers concernait la sexualité d'Emmanuel Macron. Et un journaliste de CNN a même interpellé Macron à ce sujet lors d'une émission. Il s'en est tiré par une pirouette en disant qu'il essayait de ne pas être trop parano. Enfin, on voit quand même qu'il y a quelque chose de très évident qui existe sous le radar. Alors si on s'intéresse aux hypothèses les plus problématiques, on voit qu'il y a dans le psychisme du chef de l'État quelque chose qui est extraordinairement problématique. Il présente tous les traits de caractère de quelqu'un de psychopathe d'un côté. Un célèbre psychiatre italien en avait fait l'évaluation il y a un certain nombre d'années, et puis on le voit. À quel point c'est quelqu'un qui part dans des délires, notamment guerriers actuellement, qui sont franchement psychopathologiques, mais aussi avec des états de sidération, de clivage intérieur qui se sont révélés au cours de plusieurs interviews. Je l'ai abondamment documenté dans mes émissions précédentes portant sur le couple présidentiel et la personnalité d'Emmanuel Macron, qui laissent supposer que Macron pourrait même être un pur produit de ces procédés de conditionnement mental que la CIA a abondamment exploité jusqu'au début des années 70 dans le cadre des programmes qu'on appelle MK Ultra. Et je rappelle, c'est totalement avéré, les documents sont vérifiables, que par des processus de lavage de cerveau, d'utilisation d'électrochocs, de psychédéliques, de neuroleptiques et de conditionnement mental, les gens qui ont conduit ces opérations abominables sont parvenus à faire commettre
un meurtre par une personne qui n'avait aucune caractéristique agressive, mais avec une amnésie, c'est-à-dire que la personne ayant été poussée à assassiner quelqu'un d'autre n'en gardait aucun souvenir par la suite. Alors la CIA professe bien sûr la bouche en cœur et la main sur le cœur qu'elle a cessé toutes ses opérations et ses recherches en 1974 de mémoire. Enfin, on se doute bien qu'entre ce moment-là et aujourd'hui, au contraire, ils ont mis les bouchées doubles et une nouvelle fois, Emmanuel Macron présente toutes les caractéristiques de quelqu'un sous influence, de quelqu'un qui a été programmé pour être le psychopathe qu'il est, avec après le fait qu'il ait été porté au pouvoir par les oligarques, mais bien sûr les intérêts de l'État profond que les oligarques en question protègent. Alors, j'enfonce le clou, parce qu'il faut bien mesurer à quoi on a affaire. Il faut savoir que des proches de Macron, c'est dans les dossiers de faits et documents, ont par exemple dit, mais vous savez, dans le couple, c'est Emmanuel le gentil. Emmanuel le gentil, vous voyez, le good cop, bad cop, le gentil policier, le méchant policier. En fait, la méchante, c'est Brigitte. Emmanuel, lui, c'est le gentil. Attends, si, avec ce qu'on a vu d'Emmanuel Macron, depuis que la calamité l'a porté, calamité crapuleuse, l'a porté à la tête de la France, c'est être gentil, je vous laisse imaginer comment peut être Brigitte. Et puis, on a des cas, là encore, enregistrés sur vidéo, de situations, par exemple, où en déplacement dans les Pyrénées, si je ne m'abuse, un journaliste pose une question à Emmanuel au sujet de sa sœur, et là, totalement désemparé, il se tourne vers Brigitte en disant « Mais qu'est-ce que je dois dire ?» Et de nouveau, de très nombreux témoins disent « Tout passe par Brigitte ». Alors, on dirait c'est Brigitte qui porte la culotte, mais je crois qu'on voit que ça va beaucoup plus loin, en fait, l'hypothèse qui est sur la table, et il ne faut pas détourner les yeux. Peut-être est-elle fausse, et si c'est le cas, tant mieux. Enfin, la France est tellement dans la mouise que peut-être qu'il ne faut laisser aucune hypothèse de côté, mais c'est que Brigitte Macron, homme ou femme, serait l'officier traitant du sujet MK ultra conditionné Emmanuel Macron pour semer le chaos, comme c'est le cas actuellement en France. Alors voilà, avec une telle somme d'anomalies, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main en disant ce sont des ragots transphobes. Non, il y a de très nombreuses questions qui se posent, il y a de très nombreux éléments problématiques, et non, une telle somme d'anomalies ne se produit pas par hasard et n'est pas sans signification. Maintenant, quel est le fin mot de l'histoire? Je n'en sais rien, en dehors du fait que le crime pédophile est avéré, que l'emprise est avérée, et que le rassemblement de pouvoir pour exploiter ce couple diabolique à la tête de la France est lui aussi avéré. Faisons encore pour terminer un petit bilan de l'opération Candace Owens. Elle a publié une série d'émissions sur le sujet Devenir Brigitte, paraphrasant le titre d'une biographie de Michelle Obama, en promettant des révélations tonitruantes, en disant « Vous ne sortirez pas de la série sans être convaincu que Brigitte Macron était un homme qui a fait une transition de genre. Que peut-on en dire aujourd'hui ?» D'un côté, sa série a été légèrement décevante, car il n'y a pas eu de grandes nouvelles révélations qui auraient clos le dossier de manière indiscutable. Et bien sûr qu'elle a eu un art tout américain de faire mousser le marketing, la publicité, l'attention, avec des taux d'audience extrêmement élevés, principalement états-uniens, et ce qui est une nouveauté, parce que normalement les États-Unis ne s'intéressent pas tellement au reste du monde. Toutefois, ce serait tomber court que de se dire ça a été un coup d'épée dans l'eau. Parce que elle a malgré tout fait un excellent travail de présentation du travail de Natacha Ray et Xavier Poussard et de mise en lumière de toutes ces anomalies que je résume pour vous ici. Donc, ça n'était absolument pas anodin. Ce qu'il faut comprendre aussi, Xavier Poussard, dans une émission qu'il vient d'enregistrer avec Idriss Aberkan, que je recommande à tout le monde, elle est vraiment remarquable, dit très, très ouvertement que l'opération Candace Owens, reprise maintenant par Tucker Carlson, l'autre grand journaliste nord-américain qui s'est affranchi des médias mainstream, c'était le présentateur vedette de Fox News, dont il a été viré pour avoir dit un certain nombre de choses un peu ouvertement, ne pourrait pas avoir eu lieu sans l'aval de l'administration Trump et de Donald Trump lui-même.
Il est probable que Trump a encore d'autres éléments en sa possession, mais on connaît le principe au jeu d'échecs. La menace vaut plus que l'exécution. Donc, quand vous avez de quoi faire pression sur quelqu'un, il est important de ne pas griller vos cartes trop rapidement. Mais toujours est-il que si Candace Owens et Tucker Carlson ont parlé de cette affaire de la manière aussi explicite qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont l'aval de la Maison-Blanche. J'ai dit que la Russie avait diffusé, dans le cadre du journal télévisé, un très bon sujet. Et vraiment, bien sûr, il y a un élément de propagande, mais en comparaison de la propagande française, c'est infiniment moins médiocre, c'est beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus judicieux. On voit quand même ce faisceau d'éléments troublants dont aujourd'hui on ne peut pas juste le balayer d'un revers de la main. Et puis, dans le cadre de son enquête, puisque accéder à des sources et à des témoignages est tellement difficile, il y a eu vraiment une omerta d'État qui a été imposée par la force et l'intimidation, y compris sur les gens qui ont connu Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux. Eh bien, Candace Owens a fait un appel à témoins en disant si vous avez des souvenirs d'avoir interagi avec l'un ou l'autre, dites-moi ce que vous savez, donnez-moi les documents dont vous disposez. Car il faut savoir que même les photos de classe de Brigitte Trogneux, qui, étant donné le délai qui s'est écoulé depuis, je crois qu'il y a 50 ans avant que cela tombe dans le domaine public, devraient être accessibles à l'heure actuelle à toute personne intéressée, mais l'administration scolaire, l'éducation publique, refuse de partager ces photos de classe, ce qui, une nouvelle fois, est complètement anormal. Et de toute évidence, sous pression de l'Élysée et des services secrets ou occultes de l'État français. Bref, tout ceci est extrêmement chaud, qu'on le veuille ou non, et il est probable malgré tout que d'autres révélations soient faites prochainement. Alors il faut mettre la massivité des éléments que je porte à votre connaissance, que je résume ici, au regard de l'unanimité de la presse française pour avoir étiqueté une bonne fois pour toutes tout ce qu'on évoque comme étant des fake news. Donc dans tous les journaux crapuleux qui sévissent, dans toutes les chaînes de télévision crapuleuses qui sévissent aujourd'hui aux frais du contribuable, c'est quand même le contribuable français qui est rançonné pour servir ses propagandistes au service d'intérêts crapuleux. Eh bien, il est dit d'emblée, ce sont des fake news, ce sont des rumeurs, c'est scandaleux, il ne faut pas y prêter attention, mais évidemment avec un certain effet Streisand. Je vous rappelle que l'effet Streisand, l'histoire autour d'une propriété de Barbara Streisand en Californie, c'est quand justement vous voulez qu'on ne parle pas de quelque chose, vous donnez de la visibilité à ce que vous cherchez à cacher. Mais c'est frappant de voir que dans la presse mainstream, il n'y a pas une personne qui fasse une enquête sérieuse, intelligente, qui reprenne les éléments de Xavier Poussard répercutés par Candace Owens en disant mais qu'est-ce qu'on peut en savoir, comment est-ce qu'on peut vérifier, comment est-ce qu'on peut démentir le cas échéant. Non, c'est vraiment cet étiquetage qui sévit aujourd'hui de manière générique, où on décrète que c'est une fake news, on décrète que c'est honteux de s'y intéresser, alors que finalement ce serait beaucoup plus simple de faire un travail journalistique intelligent pour convaincre qui que ce soit. La seule journaliste qui, elle, a réellement enquêté, c'est Emmanuelle Anison, travaillant pour le Nouvel Obs, c'est-à-dire Xavier Niel, et qui a réellement fait une enquête, publié un livre dont la conclusion faisait partie de la commande, donc évidemment que ça conclut au fait que c'est une fake news. Toutefois, dans le livre, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle admet toutes les incohérences, les anomalies et le fait que c'est troublant, mais en trouvant toujours des rationalisations. Il n'y a pas de photo de Brigitte avant son mariage avec Emmanuel Macron, oui, mais en dépit du fait qu'elle était si belle et si sexy et que tout le monde la trouvait absolument irrésistible, elle devait être complexée comme beaucoup de femmes le sont, et ceci explique le fait qu'il n'y ait pas de photo d'elle. Ah oui, on peut toujours tout expliquer en trouvant à tout prix une explication. Et donc le travail d'Emmanuelle Anison est intéressant parce que d'un côté, il est assez rigoureux, c'est-à-dire qu'elle indique dans son livre, qu'on le veuille ou non, les questions qui se posent, mais il est profondément malhonnête, parce qu'elle s'en tire toujours par une explication foireuse qui, bien sûr, au bout de 17, 37, 57 explications de cette nature, ne tiennent pas la route. Alors je le redis, je n'ai aucune conviction sur le fond de l'affaire. Personne proche m'a demandé récemment, mais quand même, t'es convaincu que Brigitte est un homme? Non.
Je suis convaincu qu'il y a une sémiologie masculine exprimée par Brigitte Macron, dans sa manière de se mouvoir, dans sa manière de s'asseoir, dans une certaine dans des incohérences vestimentaires. On a tous vu quand elle recevait Camilla d'Angleterre, qui avait un sein qui était plutôt près du nombril et l'autre plutôt près de l'épaule. Des fois, on voit des renflements suspects sous sa robe ou son maillot de bain. Et donc, une hypothèse intéressante en ce qui me concerne serait que le couple présidentiel, bien loin de chercher à noyer le poisson ou de camoufler quelque chose, entretient l'ambiguïté. À quelle fin, je n'en sais rien. Est-ce un détournement d'attention? Est-ce une manière de faire parler les gens sur quelque chose pour qu'ils ne s'intéressent pas à encore autre chose? De nouveau, je n'ai pas la clé de cette énigme, mais toujours est-il que le couple présidentiel, de multiples manières, agit de manière très contre-productive quant au fait de camoufler quelque chose qui serait honteux. Donc soit c'est bel et bien honteux et ils commettent maladresse sur maladresse, pourquoi pas, soit c'est qu'il y a encore une autre intention qui est agie à travers cette stratégie totalement désastreuse. Mais quoi qu'il en soit, c'est évident qu'il y a un énorme lézard. Est-ce qu'il est dans la culotte de Brigitte? Est-ce qu'il est ailleurs? Est-ce que c'est juste une volonté de camoufler la réalité pédocriminelle du début de leur relation? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, surtout dès lors que la sécurité de la France, qui est déjà totalement mise à mal par les agissements pervers d'un président psychopathe, sont mises en question. Voilà ce qu'il me tenait à cœur de partager avec vous. Xavier Poussard s'est beaucoup exprimé récemment sur différents canaux. Je vous invite à consulter ces différentes émissions. Je me suis abstenu, dans celles que j'enregistre ici, de reproduire des documents qui sont librement accessibles partout ailleurs, mais il me tenait à cœur de proposer cette synthèse. Si vous avez apprécié cette émission et avez envie de soutenir nos efforts, je vous rappelle qu'il est possible de nous soutenir en souscrivant un abonnement à partir d'1 € par mois ou en faisant une donation du montant de votre choix. Si ces émissions existent, c'est parce que vous les financez, parce que vous permettez que cet effort ait lieu. Vous êtes les vrais sponsors, les parrains du travail de longue haleine dans lequel je suis engagé. Donc un immense merci à tous mes abonnés et donateurs. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe qui me soutient, de personnes, de citoyens, de bonne volonté et de bonne foi dans différents pays. Ne lâchons rien, la période est rude, mais il est essentiel que nous la traversions pour pouvoir arriver à bon port. À bientôt pour une nouvelle émission.